Mon prof a refusé de nous mettre à l'abri pendant une vraie fusillade au lycée, allant jusqu'à bloquer l'interrupteur alors même que les tirs se rapprochaient. Quand je l'ai suppliée de nous laisser nous cacher, elle a simplement répondu « Assieds-toi ou tu es exclu ». Je suis restée là, à la fixer. C'était il y a 1 an. La semaine dernière, elle a été sortie de chez elle, menottée. J'étais en histoire avec Madame Brown quand l'annonce du confinement a grésillé dans les haut-parleurs. Confinement, confinement, ceci n'est pas un exercice. On avait déjà fait ce genre d'exercice des centaines de fois, depuis la maternelle. On éteint les lumières, on se planque dans un coin, on se tait. C'est tout bête. Tout le monde a commencé à bouger mécaniquement, mais Madame Brown s'est postée devant nous avec ce regard dont elle a le secret quand quelqu'un remet son autorité en doute. Retournez à vos places, tout de suite. Sa voix était sans appel. Je n'ai pas autorisé d'exercice de confinement aujourd'hui. J'ai levé la main, par réflexe. Mais madame, on devrait... La seule consigne ici, c'est la mienne. Asseyez-vous ou vous aurez tous 0 à vous exposer. Puis elle a enchaîné avec son discours habituel sur ses 25 ans d'enseignement, le respect et sa génération qui n'avait pas besoin qu'on la materne en permanence. Voilà le truc avec Madame Brown. Elle était ultra stricte sur des détails insignifiants et à côté de la plaque sur l'essentiel. Elle pouvait te coller une absence pour 30 secondes de retard, mais donnait des bonnes notes à tout le monde, même quand elle n'avait pas lu les copies. Une fois, j'ai carrément glissé tout un paragraphe sur Bob l'éponge dans mon devoir, juste pour voir. Résultat, 18. Du coup, la plupart d'entre nous se sont rassis. Personne n'avait envie de jouer sa moyenne pour ce qu'on pensait être un énième exercice. Mais l'annonce a repris. Code rouge. Ceci est un code rouge. Tout le personnel et les élèves doivent appliquer immédiatement les procédures de confinement. Ça, c'est jamais arrivé en exercice. Normalement, ils l'annoncent une fois et basta. J'ai senti mon estomac se tordre, comme avant un gros contrôle que je n'ai pas révisé, mais en pire. Mon regard ne lâchait plus la porte. Le couloir baigné de néon, toujours allumé. D'habitude, les profs éteignent tout direct. Et puis je l'ai entendu. Pop, 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 comme des pétards, mais en plus sourds. Tous les portables se sont mis à vibrer en même temps. J'ai discrètement sorti le mien sous la table. Tyler, mon copain, était en chimie, à 2 couloirs de là. Son message m'a glacé. Planqué dans le placard à fourniture. Il y a quelqu'un avec une arme. T'es où? D'autres messages ont afflué. Derrière le classeur du secrétariat. Sous le bureau de Monsieur Garcia. J'ai montré mon écran à Madame Brown. Mon copain dit qu'il y a quelqu'un avec une... Je vois clair dans votre jeu. Vous montez un canular pour me faire virer? Les tirs se rapprochaient. Quelqu'un a crié dans le couloir. Un vrai hurlement. Pas une blague. C'est sûrement les élèves de théâtre qui répètent, a lâché Madame Brown. Mais elle-même n'y croyait plus. Je voyais la classe de Monsieur Peterson, juste en face. Tout était éteint, aucun mouvement. Noir total alors qu'il devrait y avoir 20 élèves. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à écrire. Anderson ne veut pas qu'on se cache. Toujours à nos places. Tyler, quoi? File te planquer tout de suite. Ben a tenté sa chance, le gentil Ben. Celui qui ne contredit jamais personne. Madame, s'il vous plaît, ça a l'air grave. Les sentiments ne sont pas des faits, Ben. Assieds-toi. On entendait des pas précipités dans le couloir. Beaucoup de monde, tous dans le même sens. Ils fuyaient quelque chose. Ou quelqu'un. L'annonce a de nouveau grésillé, puis s'est coupée net. C'est là qu'on a entendu les tirs. Ce n'était plus des pop, c'était des bangs, des vraies détonations. Comme si quelqu'un claquait une porte métallique, mais plus sec, plus fort, plus réel. Je me suis levée. Il faut se cacher maintenant. Assieds-toi ou tu es exclu. Madame Brown s'est postée devant l'interrupteur. Je ne vais pas perdre mon boulot parce que vous jouez au héros. Quelque chose s'est brisé en moi. Je m'en fiche. J'ai foncé vers la lumière. Là, tout le monde a paniqué. La moitié de la classe s'est ruée vers le coin prévu. L'autre est restée paralysée à son bureau, coincée entre l'habitude d'obéir et la peur qui hurlait danger. Madame Brown a essayé de m'attraper le bras, mais je me suis dégagée. Elle s'est mise à crier sur le respect et les conséquences. Vous devenez tous hystériques. Toute cette paranoïa, c'est ce que les réseaux sociaux vous ont mis dans la tête. De la peur montée de toutes pièces. Mais on ne l'écoutait plus. On tirait les tables pour bloquer la porte. Quelqu'un pleurait, un autre priait. Ceux qui étaient restés tétanisés ont fini par nous rejoindre, s'entassant dans le coin. 23 ados qui essayèrent de devenir invisibles. Sauf Madame Brown, restée à son bureau, bras croisés, la colère à fleur de peau. La poignée de la porte a bougé. Tout le monde a arrêté de respirer. La poignée a tourné, fermée. Dieu merci. Une ombre a glissé sous la porte. Elle s'est arrêtée là. J'entendais une respiration de l'autre côté. Ou c'était peut-être juste mon cœur qui cognait dans mes oreilles. Les pas se sont éloignés. Ces 10 secondes ont été les plus longues de ma vie. Le raid est arrivé 40 minutes plus tard pour nous évacuer. Madame Brown continuait à ressasser qu'on avait tout exagéré pour un simple exercice. Et une semaine après, la vérité est tombée. C'est là qu'on a appris qui était le tireur. Jake Wilson, celui du fond de la classe d'anglais en seconde, le garçon discret qui dessinait des personnages d'anime partout sur ses cahiers. L'ambulancière m'a mis le tensiomètre pendant que j'étais allongée sur le brancard dehors. Je tremblais tellement qu'on aurait dit que j'avais froid, alors qu'on était en mai. Elle vérifiait mon pouls, me demandait si j'arrivais à respirer. Mais je ne pensais qu'à Jake qui était passé devant notre porte. Jake avec une arme. Jake à qui j'avais prêté un crayon la semaine précédente. L'inspectrice Santos est arrivée, badge en main, carnet prêt. Elle s'est accroupie à ma hauteur pour que je lui raconte ce qui s'était passé dans la salle de Madame Brown. J'ai parlé de l'annonce, de Madame Brown qui nous obligeait à rester assis, des bruits qui approchaient. Elle notait tout, hochait la tête quand je lui ai dit que j'avais éteint la lumière moi-même. Dehors, c'était la pagaille. Les parents couraient dans tous les sens.
les camions de la télé s'installaient, les ambulances repartaient, sirènes hurlantes. Ma mère a réussi à passer le cordon de police, encore en blouse d'hôpital, le mascara qui lui coulait sur les joues, et m'a serré dans ses bras si fort que j'en avais le souffle coupé. Elle s'est mise à me palper le visage, les bras, à la recherche de blessures qu'elle n'aurait pas vues, tout en s'acharnant sur l'inspectrice Santos pour savoir comment une prof avait pu laisser des gamins exposés pendant une fusillade. La mère de Tyler était là aussi, effondrée, le serrant sans relâche alors qu'il restait sidéré. L'inspectrice Santos m'a pris à part, a sorti sa tablette et m'a montré les captures de mes messages à Tyler, ceux où je racontais que Madame Brown refusait qu'on se cache. Elle m'a dit que 23 élèves avaient déjà donné la même version, que Madame Brown continuait à nier, même après les tirs. 2 élèves sont morts dans le couloir de maths, m'a-t-elle annoncé. 3 autres sont à l'hôpital, tous issus de classes qui ont respecté le protocole dès le début, à part une fille qui a été touchée par une balle qui a traversé une porte. Mon père est arrivé et a pris le relais, m'a ramené jusqu'à son pick-up sans dire un mot. La radio est restée muette tout le trajet, et on a sursauté tous les deux quand une moto a surgi au feu rouge. À la maison, tout paraissait irréel, trop ordinaire, avec cette odeur de café et de lessive qui flottait comme d'habitude. Papa a préparé des spaghettis, mais je me suis contentée de les tripoter dans mon assiette, tandis que mon téléphone vibrait sans arrêt avec des messages de gens qui voulaient tous savoir pourquoi Madame Brown ne nous avait pas laissé nous cacher. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. Le lendemain matin, un appel automatique du rectorat a annoncé la suspension des cours jusqu'à nouvel ordre et l'arrivée de psychologues au centre communautaire. Maman a appelé son boulot pour dire qu'elle était malade, pour rester avec moi, mais j'ai verrouillé la porte de ma chambre et je suis restée assis sur mon lit, à ressasser l'instant où on a failli ne pas se barricader, où on a manqué de peu de rester à nos places comme le voulait Madame Brown. La chaîne 8 passait notre école à chaque coupure pub. Puis le visage de Madame Brown est apparu en plein écran, debout dans son allée, clamant aux journalistes qu'elle avait gardé la tête froide dans le chaos et que si ses élèves étaient en vie, c'était parce qu'elle n'avait pas cédé à la panique. Maman, furieuse, a attrapé la télécommande et l'a balancée si fort qu'elle a fissuré l'écran. Tyler m'a envoyé un lien vers une vidéo filmée au portable dans la classe sombre de M. Peterson, où on voyait tout le monde planqué, muet, pendant que la voix de Madame Brown résonnait à travers les murs, en train de parler de peur irrationnelle. L'horodatage affichait 14h47, pile quand elle bloquait l'interrupteur. La vidéo avait déjà 50 000 vues en 2 heures, et les commentaires étaient d'une violence inouïe. J'ai passé la journée suivante enfermée dans ma chambre, sursautant au moindre bruit dans la maison ou dehors. Maman a déposé un bol de soupe que je n'ai même pas touché. Et sur notre groupe de discussion, ça n'arrêtait pas de parler d'avocats et de procès. Impossible pour moi de me concentrer. Le soir, le principal Foster a appelé, posément, pour me demander de rédiger un témoignage écrit sur les actes de Madame Brown, en dehors de l'enquête de police. Maman a pris le relais et lui a répondu qu'on passerait par notre avocate, ce qui m'a surpris, car j'ignorais qu'on en avait une. Le lendemain matin, la mère de Ben l'a amené chez nous. Il avait besoin de parler à quelqu'un qui comprenait vraiment. On s'est assis sur le perron, il a commencé plusieurs phrases qu'il n'a jamais finies, à propos de ce qui se serait passé si je n'avais pas éteint la lumière, de ce moment où on a failli rester assis. Ses mains tremblaient, les miennes aussi. Plus tard, les parents de Tyler l'ont déposé à leur tour, et on est allé directement dans le jardin, sous le vieux chêne où nous attendait la table de pique-nique. Il a retroussé son jean pour me montrer les gros hématomes qui couvraient en ses genoux, souvenir du moment où il s'était coincé derrière les étagères dans le placard à produits. Sa voix est restée plate quand il m'a raconté comment les tirs se rapprochaient, qu'il savait que j'étais 2 couloirs plus loin, mais qu'il ne pouvait rien faire. On est resté là une bonne heure, sans vraiment parler de ce qui s'était passé, mais sans parler d'autre chose non plus, pendant qu'il grattait distraitement le bois écaillé de la table. Le 5e jour, maman a passé la matinée au téléphone à prendre des rendez-vous, et à midi, elle avait trouvé Rebecca Thompson, une avocate spécialisée dans les affaires de sécurité à l'école. Son bureau, en centre-ville, était couvert de coupures de presse sur des procès pour négligence et des manquements à la sécurité dans les établissements scolaires de l'État. Rebecca a lu les notes de maman et a assuré que ce qu'avait fait Madame Brown allait bien au-delà d'une simple erreur de jugement, que laisser des élèves exposés pendant une fusillade relevait clairement de la mise en danger délibérée. Ce qui me trouble, c'est cette façon qu'a Madame Brown de s'accrocher à l'idée que tout est inventé, alors même que les coups de feu retentissaient dans les couloirs. Qu'est-ce qui pousse un enseignant à refuser aussi obstinément de voir le danger, alors que toutes les autres classes avaient plongé dans le noir et s'étaient recachées? Elle nous a expliqué que d'autres familles avaient déjà lancé des poursuites civiles, mais que les suites pénales dépendraient du parquet. La réunion communautaire du 6e jour a viré à la foire d'empoigne. À peine Madame Brown a-t-elle franchi les portes du centre civique avec son représentant syndical que les parents se sont mis à hurler. Elle est restée là, imperturbable, affichant la même maîtrise froide que pendant la fusillade, répétant qu'elle avait suivi son instinct professionnel. Quelqu'un lui a lancé une bouteille d'eau qui a explosé contre le mur. Il a fallu que les agents de sécurité forment un cercle pour la faire sortir. Le soir même, l'inspectrice a rappelé avec une question qui m'a glacée. Est-ce que Madame Brown avait déjà évoqué Jake Wilson en classe, sachant qu'il avait été son élève 3 ans auparavant? Jake Wilson, c'était le nom que tout le monde murmurait dans les couloirs et les messages, même si les médias ne l'avaient pas encore confirmé.
7e matin, j'ai enfin trouvé la force de me doucher et de quitter ces vêtements que je portais depuis des jours. Papa faisait des crêpes comme si c'était un dimanche ordinaire, mais on a tous les deux sursauté quand la sonnette a retenti. Ce n'était que le livreur, mais cette brève montée de panique semblait devenue notre nouvelle routine. Ce soir-là, les informations ont fini par confirmer ce que tout le monde savait déjà, en affichant la photo de Jake tirée de l'annuaire de la promo, ce garçon discret dont je gardais un souvenir flou de ma première année. Mais c'est la présentatrice qui a vraiment fait l'effet d'une bombe. Wilson avait déposé une plainte officielle contre l'enseignante Patricia Brown 3 ans plus tôt pour maltraitance psychologique. Maman s'est précipitée sur son téléphone pour appeler notre avocate, pendant que papa fouillait les archives en ligne à la recherche d'une trace de la plainte de Jake. On est tombé sur le compte-rendu d'un conseil d'administration scolaire de 2021 qui mentionnait une plainte d'élèves classée confidentielle contre un membre du personnel, avec des dates qui correspondaient parfaitement, même si le nom de Madame Brown n'apparaissait nulle part. 8e jour. Tyler est venu me chercher et on a filé jusque sur le parking désert du centre commercial, où on est resté là, moteur coupé. Il serrait le volant à s'en blanchir les jointures, puis il a lâché. Elle savait. Elle devait bien se douter que c'était lui. Et malgré ça, elle nous a laissés sans protection. Ben a commencé à bombarder le groupe de la classe avec les infos glanées par ses parents. 3 autres élèves de la promo de Jake se souvenaient que Madame Brown s'en était pris à lui. Une fille, Melissa, racontait que Madame Brown avait recalé Jake sur un détail technique qui avait failli lui coûter son diplôme. Et toutes ces histoires esquissaient un vrai schéma de harcèlement sur certains élèves. 9e jour. L'inspectrice a débarqué chez nous avec une ordonnance du tribunal pour obtenir le dossier professionnel de Madame Brown, bien serré dans sa main. Elle a expliqué à maman qu'ils avaient redécouvert que Jake n'était pas le seul à avoir porté plainte contre Madame Brown au cours de sa carrière. Il y en avait 6 autres, toutes classées sans suite, sans la moindre conséquence. Elle avait besoin que je lui raconte précisément ce que Madame Brown avait dit pendant le confinement, chaque mot, chaque phrase, pendant qu'on la suppliait de nous laisser nous cacher. Je me suis installée à la table de la cuisine, la feuille vierge de l'inspectrice devant moi, le stylo suspendu au-dessus du papier, tandis que maman préparait du café derrière moi. La première ligne demandait de décrire les faits. J'ai écrit 3 mots avant de les raturer. J'ai recommencé, puis effacé encore. Comment mettre des mots sur la façon dont la voix de quelqu'un change quand il a eu le pouvoir si longtemps qu'il n'imagine même plus pouvoir avoir tort? La détective attendait patiemment, pendant que je tentais, de 6 manières différentes, d'expliquer comment Madame Brown restait plantée là, barrant l'accès à l'interrupteur, alors que les coups de feu se rapprochaient de plus en plus. Finalement, j'ai fini par écrire, mot pour mot, tout ce qu'elle avait dit et fait, étape par étape, sans commentaire, juste les faits. Jour 10. Mon téléphone a vibré avec une alerte info pendant que je prenais mon petit déjeuner. Le conseil d'administration de l'école venait de suspendre Madame Brown à titre provisoire le temps de l'enquête, ce qui m'a semblé rassurant, jusqu'à ce que je vois, juste en dessous, le communiqué du syndicat des enseignants qui s'insurgeait contre une décision précipitée envers une enseignante dévouée forte de 25 ans de carrière. La section des commentaires explosait déjà avec 300 messages, la moitié la traitant d'héroïne pour avoir gardé le contrôle, l'autre moitié réclamant son arrestation. Maman a fermé mon ordinateur portable et m'a ordonné d'arrêter de lire, mais j'avais déjà vu mon nom cité 14 fois. Cet après-midi-là, le proviseur Foster est passé chez nous, les traits tirés comme s'il n'avait pas dormi depuis une éternité. Il s'est assis sur le canapé, fixant ses mains, et a expliqué à maman les plaintes accumulées au fil des années, des parents disant que Madame Brown était trop stricte, trop dure. Mais elle était titulaire. Ses élèves réussissaient bien, alors rien ne s'était jamais passé. Sa voix s'est brisée quand il a évoqué les 2 élèves qui n'avaient pas pu sortir. Jour 11. Ma journée a commencé à 6h du matin, mon téléphone saturé de messages parce que quelqu'un avait fait fuiter le manifeste de Jake sur un site d'info avant que le FBI ne puisse l'interdire. 3 pages entières sur Madame Brown, comment elle l'avait recalé sur son mémoire de terminale pour une note de bas de page oubliée, comment cette note l'avait empêché d'entrer à l'université dont il rêvait, comment elle avait ri quand il avait demandé une seconde chance. Les détails m'ont glacé le sang. Date, heure, conversations enregistrées en secret, toutes ces preuves accumulées pour expliquer pourquoi, selon lui, elle méritait ce qui allait arriver. Rebecca, notre avocate, a réuni en urgence les familles de la classe de Madame Brown, 23 en tout, dans une salle à l'Holiday Inn. Elle s'est plantée devant nous, une pile de dossiers à la main, et a lâché la bombe. Le district scolaire était au courant de l'obsession de Jake pour Madame Brown, car son psy avait fait un signalement 2 mois avant la fusillade. La salle a explosé. Les parents criaient, pleuraient, réclamèrent des explications, pendant que Rebecca tentait d'expliquer les obligations de signalement et la question de la responsabilité. Jour 12. Je me suis réveillée avec 47 notifications Instagram parce que Madame Brown était allée raconter son histoire dans un podcast nommé Vérité sur l'éducation, passant 1 heure à se présenter comme victime de la bien-pensance et de l'hystérie adolescente. Elle a cité mon nom en entier, m'a traité d'élève à problème avec absence injustifiée, a transformé les funérailles de ma grand-mère en excuse pour sécher les cours. L'animateur lui donnait raison, répétant que les jeunes d'aujourd'hui sont trop fragiles, incapables d'encaisser la discipline.
qu'ils auraient besoin d'espace sûr à la place d'une vraie éducation. Rebecca a envoyé une mise en demeure dans la foulée, mais l'épisode avait déjà été téléchargé 12 000 fois. Mon Instagram s'est rempli d'inconnus qui me traitaient de menteuse, de fille en quête d'attention, de comédienne de crise. Quelqu'un a retrouvé le numéro de maman à l'hôpital et s'est mis à appeler le service infirmier pour lui demander si elle était fière d'avoir élevé une fille qui détruit la vie des enseignants. Jour 13. Tyler est venu dormir chez moi avec son sac de couchage, installé par terre dans ma chambre parce qu'aucun de nous ne supportait l'idée de rester seul. On est resté allongé dans le noir, les yeux grands ouverts à 3 heures du matin, à fixer le plafond. Il repassait la journée en boucle, se demandant s'il aurait pu tirer l'alarme incendie depuis la salle de chimie, évacuant tout le monde avant même que Jake ne commence. Les « si seulement » nous rongeaient, mais il n'y avait rien à dire qui aurait pu arranger les choses. Le mari de Madame Brown, agent immobilier très en vue en ville, a lancé dès le lendemain matin une cagnotte en ligne pour financer sa défense, et en 6 heures à peine, elle avait déjà réuni 30 000 $. La page décrivait une véritable chasse aux sorcières contre une enseignante dévouée, illustrée de photos d'elle entourée d'anciens élèves devenus médecins ou avocats, soigneusement sélectionnés pour servir le récit, tandis que ceux qui n'entraient pas dans le moule étaient tout simplement passés sous silence. Des gens de 3 États différents faisaient des dons, laissant des commentaires acerbes sur la façon dont les progressistes étaient en train de ruiner l'école. Jour 14. La mère de Ben m'a appelé pour m'annoncer, la voix tremblante, qu'ils se retirèrent de l'action collective. L'entreprise de BTP du père de Ben venait de perdre 3 gros chantiers sans raison apparente. Elle répétait qu'on ne pouvait pas faire le lien. Mais tout le monde savait que le beau-frère de Madame Brown gérait la plus grosse agence immobilière du coin et jouait au golf avec la moitié du conseil municipal. Daniel Harris, un gars de ma classe, m'a retrouvé au café cet après-midi-là, déjà tout nerveux, son téléphone en main, tremblant en s'asseyant en face de moi. Il s'était caché dans le bureau principal pendant tout l'incident, recroquevillé derrière le bureau de la secrétaire, d'où il voyait les écrans de vidéosurveillance, et il avait filmé toute la scène avec son portable, presque machinalement. La vidéo était floue, mais on distinguait clairement Madame Brown descendre le couloir à peine 30 secondes après les premiers coups de feu, sans courir, sans se cacher, marchant comme si de rien n'était, alors que la porte de la classe de Monsieur Peterson était déjà barricadée et que Madame Garcia protégeait ses élèves sous les tables. Daniel l'a envoyé au détective Santos devant moi, ses doigts tapant frénétiquement sur l'écran, tellement il était stressé qu'il ratait la moitié des touches. Jour 15. Je suis retournée voir ma psy pour la première fois depuis le collège, à l'époque du divorce de mes parents. Le cabinet du Dr Patel n'avait pas changé. Toujours les mêmes plantes artificielles, les murs beige fadasse, et cette machine à bruit blanc censée apaiser, mais qui me rappelait juste le grésillement d'une vieille télé. J'ai parlé de l'ombre sous la porte, de la voix de Madame Brown qui nous traitait d'hystériques pendant que les gens mouraient dans le couloir. La psy prenait des notes sur son bloc jaune et m'a demandé de décrire précisément ce que je ressentais physiquement en repensant à tout ça. La vidéo de Daniel s'est retrouvée sur Twitter avant même le dîner, et à minuit, le hashtag Brown s'avait caracolé en tête avec plus de 40 000 partages. Les internautes passèrent la vidéo image par image, zoomant au moment où on voyait Madame Brown regarder son téléphone, alors que les autres profs faisaient entrer les élèves dans les classes. L'horodatage était sans équivoque. Ça se passait bien après le début de la fusillade. Les camions des chaînes d'infos ont débarqué devant chez Daniel, et ses parents ont dû l'emmener chez sa tante à Boston pour qu'il retrouve un peu de calme. Jour 16. Le détective Santos m'a convoqué pour visionner la vidéo avec une experte de l'État qui pointait l'écran avec son stylo. Elle m'a fait remarquer que Madame Brown ne montrait aucune réaction de surprise aux détonations, aucune émotion, juste cette détermination tranquille à continuer sa route. Il constituait un dossier pour mise en danger délibérée, ce qui pouvait lui valoir jusqu'à 5 ans de prison. Ma mère est venue me chercher au commissariat et a foncé au rectorat pour retirer mon inscription. Voir Madame Brown traverser tranquillement le couloir pendant que les autres barricadèrent les portes, c'est exactement le genre d'image qui donne de la matière aux avocats et fait paniquer les assureurs. Ma mère a posé 3 semaines de congé qu'elle économisait depuis des années et m'a dit qu'elle se fichait complètement de mes dossiers pour la fac. Tout ce qui comptait, c'était que je sois en vie, et on a fini tous les deux à pleurer dans la cuisine, pendant que les pâtes débordaient sur la plaque. Jour 17. L'avocat de Madame Brown a organisé un grand show devant le tribunal, sur les marches, entouré de 3 anciens élèves tirés à 4 épingles. L'un d'eux, devenu sénateur, n'arrêtait pas de parler de jugement hâtif et promettait de lancer une enquête sur l'enquête. Pendant ce temps, l'avocat clamait que la vidéo avait été manipulée et réclamait une expertise indépendante. Les parents de Tyler n'ont pas attendu tout ce cirque pour le transférer, le jour même à St. Mary, l'école privée. Sa mère expliquait qu'il n'avait pas le luxe d'attendre que la vérité éclate. Depuis sa nouvelle école, Tyler m'envoyait des messages à longueur de journée, rongé par la culpabilité de m'avoir laissé derrière, alors que je ne cessais de lui répéter de partir tant qu'il en avait encore la possibilité. Nos téléphones étaient devenus notre bouée. On se retrouvait à s'envoyer des textos à 3 heures du matin juste pour vérifier qu'on était toujours là, l'un pour l'autre. Jour 18. Impossible de trouver le sommeil. Alors j'ai commencé à fouiller sur Madame Brown et je suis tombée sur un vieux fil Reddit de 2019 où quelqu'un demandait quel avait été votre pire prof. 3 personnes différentes l'avaient cité en donnant son nom, racontant ses manipulations et comment, chaque année, elle choisissait un élève à harceler. Le fil avait été supprimé, mais la version en cache était disponible sur la Wayback Machine.
J'ai tout sauvegardé en capture d'écran et transmis à notre avocat. Jour 19. La réunion du conseil d'école a viré à l'émeute quand les parents se sont mis à s'invectiver dans l'auditorium. La moitié exigeait l'arrestation immédiate de Madame Brown, l'autre la défendait bec et ongles, une femme allant jusqu'à crier que c'était elle qui avait sauvé les enfants en gardant son sang-froid. Le père de Ben, bien qu'ils aient quitté l'action en justice, s'est levé pour répliquer qu'elle les avait quasiment tous mis en danger et la sécurité a fini par évacuer tout le monde alors que la bagarre se poursuivait sur le parking. Rebecca Harris, la mère de Daniel, a demandé une ordonnance d'éloignement dès le lendemain, après que des partisans de Madame Brown avaient commencé à rôder devant nos maisons, à prendre nos portes en photo pour les publier en ligne, adresse comprise. Le juge a estimé qu'en l'absence de menaces explicites, ça relevait de la liberté d'expression, et Rebecca est restée en pleurs dans la salle pendant qu'il expliquait que photographier depuis la voie publique n'était pas illégal. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je faisais défiler tous les messages de soutien à Madame Brown sur mon téléphone. Vers 3 heures du matin, j'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai attrapé mon ordinateur et commencé à écouter en boucle les enregistrements audio de ce jour-là que les médias avaient diffusés. Grâce à l'enquête, tout le monde connaissait désormais la chronologie des faits. J'avais minutieusement synchronisé les mots précis de Madame Brown avec les détonations en arrière-plan. J'ai calé mon téléphone contre la lampe de mon bureau, lancé l'enregistrement, puis j'ai commencé à lire la transcription à voix haute. Je n'ai pas donné d'accord pour une simulation de confinement aujourd'hui. À cet instant, un coup de feu résonnait dans mes enceintes. Asseyez-vous ou ce sera 0 pour tout le monde. Bang, bang. J'avais les mains qui tremblaient, mais j'ai continué à lire chaque phrase qu'elle avait prononcée pendant que des élèves mouraient dans le couloir. Quand j'ai posté la vidéo sur TikTok à 4h17 du matin, je n'imaginais pas ce qui allait suivre. À midi, elle avait déjà atteint 2 millions de vues et les chiffres explosaient. D'autres élèves se sont mis à publier à leur tour pour montrer comment leurs enseignants avaient réagi. Madame Garcia, la prof d'espagnol, avait fait cacher toute sa classe sous les tables en 8 secondes. Monsieur Peterson avait enfermé tout le monde dans le local d'entretien avant même la deuxième annonce. Coach Williams avait littéralement porté 2 élèves 2 secondes, paralysés par la peur, jusqu'à la réserve de matériel. Tous les profs, sauf Madame Brown, avaient admis leurs élèves à l'abri en moins de 30 secondes. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Le hashtag « Laisse prof sauvant les élèves » mettait en avant les héros. Tandis que Charles Brown choisit le contrôle, montrait notre classe, toujours assise à leur bureau, alors que les coups de feu retentissaient. Cette nuit-là, vers 2 heures, Tyler a débarqué chez moi sans prévenir, sa mère l'ayant trouvé en pleine crise de panique dans la salle de bain avant de l'amener chez moi. On est restés longtemps tous les deux dans l'allée, à partager des écouteurs et à écouter de vieilles playlists d'avant le drame, jusqu'au lever du soleil. Il murmurait sans cesse la même phrase, comme s'il essayait de se rassurer. Le lendemain matin, le bureau du procureur a tenu une conférence de presse. 23 chefs d'accusation de mise en danger délibérée de mineurs, un chef pour chaque élève de notre classe. Madame Brown s'est présentée d'elle-même, vêtue d'un tailleur bleu marine, toutes ses distinctions d'enseignante fièrement accrochées comme des décorations. Les caméras ne perdaient rien de la scène, jusqu'à son sourire en gravissant les marches du tribunal, menton relevé. L'audience pour la caution s'est tenue l'après-midi même, le juge l'a fixée à 50 000 $. Ses soutiens avaient déjà lancé une cagnotte en ligne avant même son enregistrement. Il n'a fallu que 2 heures et 17 minutes pour réunir la somme. Elle est ressortie, toujours souriante, et s'est arrêtée devant les journalistes. Ma mère a dû me saisir par les bras pour m'emmener jusqu'à la voiture quand Madame Brown a commencé à parler de réhabilitation et de contrôle. Les familles des victimes se sont retrouvées au centre communautaire dès le mercredi, mais j'en étais incapable. Maman y allait à ma place et revenait les yeux gonflés, sans jamais me raconter ce qui s'y disait, se contentant de me serrer dans ses bras. Ben m'a envoyé une photo d'un document que sa mère avait déniché en rangeant de vieux cartons de l'association de parents d'élèves dans le garage. La dissertation de première de Jake Wilson, couverte des remarques de Madame Brown en rouge. L'essai n'était pas mauvais, mais ses commentaires étaient impitoyables sur le manque de réflexion et d'investissement. En bas, d'une écriture irréprochable, elle avait écrit qu'il fallait absolument discuter de son avenir avec elle. L'inspectrice Santos m'a appelé le lendemain. Ils avaient retrouvé 6 autres plaintes, vieilles de 15 ans, toutes déposées par des garçons et mentionnant ce que les parents qualifiaient de manipulation psychologique. Chaque fois, l'affaire avait été enterrée après des réunions à huis clos avec la direction. L'inspectrice paraissait épuisée, me confiant que ce genre de situation était malheureusement courant. Le proviseur Foster a présenté sa démission lors d'une conférence de presse surprise. Il s'est avancé au pupitre, a admis qu'il nous avait abandonnés et reconnu que Madame Brown aurait dû être écartée depuis longtemps, mais qu'il avait préféré fermer les yeux. Les journalistes n'en revenaient pas que, pour une fois, quelqu'un prenne ses responsabilités. 2 jours plus tard, l'avocat de Madame Brown déposait plainte à son tour contre le district scolaire, réclamant 5 millions de dollars et accusant l'établissement de faire d'elle un bouc émissaire pour masquer ses propres manquements en matière de sécurité. J'ai reçu l'alerte alors que j'attendais chez ma psy et j'ai éclaté de rire, sidérée par tant de culot. Le lendemain, Rebecca a réuni tout le monde au centre communautaire. Les 23 familles étaient présentes. Elle s'est placée devant nous, des piles de dossiers à la main, expliquant que la riposte commençait. Nous allions porter plainte au pénal auprès du Conseil d'État et saisir la justice fédérale pour atteinte aux droits civiques. Les parents signaient les documents et échangèrent leurs numéros pendant que l'assistante de Rebecca prenait des notes sur son ordinateur. Cette nuit-là,
Impossible de dormir. J'ai ressorti un vieux carnet de mon tiroir et j'ai tout consigné, chaque phrase de Madame Brown pendant ces 47 minutes, sa manière de bloquer l'interrupteur, ses menaces de zéro ou d'exclusion alors même que les tirs se rapprochaient. Le docteur Patel dit toujours qu'écrire aide à digérer le traumatisme, mais moi, j'avais plutôt l'impression de monter un dossier. 3 jours après, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt à cause d'un nouveau site. D'anciens élèves de Madame Brown venaient de lancer les survivants de la salle 203. J'ai cliqué et défilé témoignage après témoignage, déjà 37 rien que les premiers jours. Des anciens élèves, parfois d'il y a 10 ans, racontèrent les mêmes méthodes. Humiliation publique dès qu'on la contredisait, notes qui chutaient mystérieusement si on remettait son autorité en cause, petits jeux psychologiques pour vous faire douter de vous-même. Tout le monde avait enfin les yeux ouverts. Une journaliste locale a contacté ma mère pour me proposer une interview. J'avais la voix qui tremblait quand la caméra s'est allumée, mais j'ai trouvé la force de raconter exactement ce qui s'était passé, comment elle nous a regardés alors que les tirs résonnaient dans le couloir, préférant protéger son autorité plutôt que nos vies. Le soir même, le reportage est passé à la télé et mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant des heures. Le lendemain, Ben a pris tout le monde de court en racontant sa version des faits sur Instagram, alors même que ses parents le suppliant de se taire. Il a avoué qu'il avait failli rester sur sa chaise parce que la peur d'être puni par Madame Brown l'emportait sur la peur de mourir. Il a ajouté que je lui avais sauvé la vie en osant lui tenir tête. En à peine 3 heures, son post avait déjà été partagé 10 000 fois, et ce n'était que le début. Cet après-midi-là, un agent du FBI a appelé mes parents avec de nouvelles infos. On avait retrouvé un message envoyé par Jake à un ami, la veille de la fusillade, où il expliquait comment Madame Brown l'avait humilié devant tout le monde. Pris de remords, l'ami avait effacé les textos, mais les enquêteurs les ont retrouvés sur les serveurs de l'opérateur. Les messages disaient clairement que Jake en voulait particulièrement à Madame Brown et la haïssait. 2 jours après, on a appris que le mari de Madame Brown avait demandé le divorce et vidé la maison en pleine nuit. Les documents du tribunal montraient qu'il préparait son départ depuis des mois, mais la fusillade avait tout précipité. Même son propre mari l'a laissé tomber. J'ai dû retourner au lycée pour récupérer mes affaires puisque la fin du semestre approchait. La salle 203 était toujours fermée avec un ruban de police barré sur la porte. Le couloir avait une drôle d'ambiance et sentait le désinfectant industriel, comme si on essayait de masquer autre chose. J'ai attrapé mes affaires dans mon casier aussi vite que possible, pendant que Tyler m'attendait dehors, moteur allumé. L'accusation a fait intervenir une experte, la docteure Catherine Mills, spécialiste en gestion de crise, qui a passé 3 jours à tout éplucher avant de livrer un verdict sans appel. Selon elle, Madame Brown avait violé tous les protocoles et fait preuve d'une négligence grave qui avait mis nos vies en danger. Que les partisans de Madame Brown aient réussi à réunir 50 000 $ en seulement 2 heures, ça me dépasse. Qui sont ces gens qui ont autant d'argent et d'énergie à dépenser pour défendre une prof qui a gardé ses élèves assis pendant une fusillade? Son rapport, 50 pages de jargon, disait en clair que Madame Brown avait préféré garder le contrôle plutôt que de protéger les enfants. Ensuite, ses soutiens ont organisé un rassemblement devant le tribunal, mais ça a viré au fiasco. Les parents des 2 élèves tués sont venus manifester en face. Quand quelqu'un a crié que Brown n'avait rien fait de mal, une des mères s'est effondrée en larmes sur les marches. La photo a fait le tour du pays en quelques minutes, symbole d'une ville complètement déchirée. Les camions des chaînes de télé de 3 régions différentes ont commencé à affluer. Ce week-end-là, la mère de Tyler a organisé une réunion de soutien au centre communautaire. On s'est retrouvés à 23 survivants, assis en cercle sur des chaises pliantes. La fille de la classe de Monsieur Peterson jouait avec ses cheveux en racontant que leur prof avait, sans hésiter, retourné les tables pour faire une barrière. Un autre, du bâtiment des sciences, a expliqué que leur enseignant les avait emmenés dans la réserve de produits chimiques et avait bloqué la porte avec un classeur. Tous avaient la même histoire, sauf nous. Leur prof les avait protégés. Le nôtre a failli nous envoyer à la mort. Une fille m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'on n'aurait jamais dû avoir à se sauver tout seul, et tout le monde a approuvé. Le Conseil d'éducation de l'État a fini par lancer une enquête, au 35e jour, quand la pression médiatique est devenue trop forte. Rebecca m'a appelé cet après-midi-là pour m'annoncer qu'ils allaient obliger le rectorat à livrer 10 ans de dossier. Elle a ajouté que les enquêteurs avaient retrouvé 17 plaintes officielles contre Madame Brown qui n'avaient jamais été suivies. Des poursuites pénales contre les administrateurs qui l'avaient couverte étaient désormais sur la table. Ce soir-là, ma mère a invité la famille de Tyler à dîner. On s'est retrouvés tous autour de la table, à pousser la nourriture dans nos assiettes. Le père de Tyler a essayé de parler des projets d'études pour l'an prochain, mais les mots restaient coincés. Sa mère a lancé quelques idées de vacances d'été, puis s'est tue net quand une voiture a pétaradé dehors et qu'on a tous sursauté. On faisait semblant que rien n'avait changé, que les bruits forts ne nous tétanisaient pas, que les ombres ne nous faisaient pas battre le cœur plus vite. Au 40e jour, je me suis retrouvée devant la commission parlementaire régionale, micro sous le nez, 300 personnes dans la salle. Les membres de la commission, assis derrière leur grand bureau, prenaient des notes pendant que je lisais ma déclaration. J'ai dit que Madame Brown avait utilisé son autorité comme une arme, alors qu'il y avait déjà une arme dans les couloirs de notre école. J'ai expliqué qu'elle avait préféré son ego à nos vies. J'ai demandé combien de plaintes il faudrait pour que quelqu'un réagisse enfin. Les députés m'ont simplement fixé quand j'ai eu fini. 2 jours plus tard, un agent d'entretien du lycée, Frank,
a contacté notre avocate avec une trouvaille capitale. Il avait conservé des images de vidéosurveillance datant de 3 ans, issues d'un ancien système qu'on avait oublié de désactiver. On y voyait Jake sortir de la salle de Madame Brown, les larmes aux yeux, puis cogner un mur si fort qu'il s'était ouvert les jointures. L'horodatage correspondait pile au jour où Jake avait porté plainte contre elle. L'enquête initiale n'avait jamais pris en compte cette vidéo, personne n'ayant pensé à vérifier l'ancien système. Le 42e jour, la famille de Ben nous a appelés pour annoncer qu'ils rejoignaient à nouveau la procédure. Le jour même où le FBI a lancé une enquête sur le beau-frère de Madame Brown pour tentative d'intimidation de témoins, l'entreprise du père de Ben a miraculeusement récupéré tous ses contrats. Son père a dit que certaines choses comptaient plus que l'argent, mais on savait tous ce que ça voulait dire. Le beau-frère a fait marche arrière dès que les fédéraux sont débarqués à son bureau. La semaine suivante, le grand jury s'est réuni et a requalifié les poursuites contre Madame Brown en tentative de meurtre par indifférence criminelle. Son avocat est passé à la télé pour dénoncer un parquet trop zélé, mais le procureur a organisé une conférence de presse pour expliquer que laisser des enfants exposés pendant une fusillade montrait un mépris absolu pour la vie humaine. Les experts juridiques invités sur les plateaux ont expliqué que cette accusation servait d'habitude dans les affaires de mort causées par des conducteurs ivres, mais que ce dossier pourrait faire jurisprudence. Tyler avait reçu sa lettre d'admission anticipée à l'Université d'État au bout de 45 jours, mais il a appelé l'après-midi même pour demander un report, voulant prendre 1 année de césure. Ce soir-là, il est passé chez moi et on s'est installé sur la terrasse. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas me laisser affronter le procès toute seule. On savait tous les deux que ce qui nous unissait dépassait maintenant l'insouciance adolescente. On était liés par quelque chose de plus sombre, une forme de survie partagée, bien plus forte que l'amour. Le 47e jour, j'ai enfin eu une vraie bonne journée depuis la fusillade. J'ai réussi à passer 6 heures sans y penser, en aidant maman à remettre de l'ordre dans le garage. Mais ensuite, la culpabilité m'est tombée dessus d'un coup. Comment pouvais-je oublier, ne serait-ce qu'un instant, alors que 2 enfants étaient en mort? Pendant notre séance, le docteur Patel m'a rappelé que le chemin de la guérison n'était pas linéaire, mais j'avais l'impression de trahir, d'abandonner ceux qui n'avaient pas survécu. Le 50e jour, le Conseil d'État a tenu une audience pour retirer à Madame Brown son autorisation d'enseigner. Elle est arrivée en tailleur noir, clamant qu'on lynchait une enseignante dévouée. Quand on lui a présenté les témoignages de 37 anciens élèves décrivant son comportement, elle les a traités d'enfants fragiles, incapables de supporter qu'on soit exigeant. Certains membres du conseil ont reculé visiblement. La présidente de séance a dû rappeler l'ordre 2 fois quand Madame Brown s'est mise à hurler contre la cancel culture. Leur décision a été unanime. Révocation immédiate, dossier transmis au procureur général pour d'éventuelles poursuites pour mise en danger d'enfants sur l'ensemble de sa carrière. Les semaines qui ont suivi se sont enchaînées entre réunions juridiques et séances de thérapie, jusqu'au jour où, au 52e jour, l'inspectrice Santos m'a appelé avec une nouvelle si choquante que j'en ai laissé tomber mon téléphone. En fouillant d'anciens dossiers du rectorat, elle était tombée sur un dossier scellé à propos du transfert de Madame Brown depuis le lycée Westfield. Là-bas, une élève avait tenté de mettre fin à ses jours et avait laissé une lettre de 3 pages accusant directement Madame Brown de l'humiliation quotidienne et des jeux psychologiques qui l'avaient poussée à bout. L'école avait préféré muter Madame Brown discrètement plutôt que d'ouvrir une enquête, car la femme du proviseur était sa cousine. Quelques heures après que l'inspectrice Santos a transmis l'information à une amie journaliste, mon téléphone s'est mis à vibrer sans relâche à cause d'un groupe Facebook intitulé « Survivants de Patricia Brown », qui comptait déjà 200 membres. D'anciens élèves de 3 établissements différents partagèrent des témoignages couvrant 25 ans sur ces méthodes. Humiliation publique, consignes contradictoires suivies de punitions, manipulation de propos, tenues quelques minutes plus tôt. Une ancienne élève de 1998 a écrit que Madame Brown lui avait dit devant toute la classe qu'elle était trop bête pour aller à la fac, puis avait tout nié quand ses parents s'étaient plaints. Un autre, en 2003, a raconté que Madame Brown l'avait convoqué devant tout le monde pour énumérer ce qui n'allait pas dans sa copie, allant jusqu'à se moquer de son bégaiement. Le schéma se répétait, protégé par une administration qui préférait déplacer le problème plutôt que d'affronter les plaintes. 2 jours plus tard, ma mère m'a emmené rencontrer les Johnson et les Garcia, les parents de Michael et Sophia, morts lors de la fusillade, parce qu'ils étaient restés à leur place, fidèles aux consignes de Madame Brown. Madame Johnson m'a pris la main, les larmes aux yeux, et m'a dit qu'elle ne nous en voulait pas, à nous, les survivants. La voix de Monsieur Garcia s'est brisée quand il m'a dit « Vous vous êtes battus pour survivre alors que nos enfants n'en ont pas eu la chance parce qu'ils ont suivi les règles. » On est resté 1 heure dans leur salon, à pleurer ensemble, devant des photos de Michael et Sophia au bal de promo, à peine 3 semaines avant leur disparition. Rebecca m'a appelé l'après-midi même avec des nouvelles de la stratégie de l'accusation, et ce qu'elle m'a révélé m'a fait courir aux toilettes pour vomir. Ils avèrent des preuves que Madame Brown savait que Jake risquait de s'en prendre à elle, à cause d'incidents où il l'avait déjà confrontée après les cours, mais elle nous avait malgré tout laissé exposer, comme si elle voulait se venger à travers nous. Les procureurs comptaient affirmer qu'elle s'était servie de nous comme de boucliers humains pour protéger son ego, préférant risquer nos vies plutôt qu'admettre s'être trompée sur le protocole de confinement.
La réalité était plus terrifiante que tout ce qu'on avait pu imaginer. Elle nous considérait comme de simples accessoires dans sa quête de pouvoir, même face à un tireur. Au 56e jour, les avocats du district scolaire, totalement dépassés, ont proposé un accord de 30 millions de dollars à répartir entre toutes les familles, sans reconnaître la moindre faute mais en admettant une défaillance de supervision. Certaines familles ont accepté, incapables de supporter l'idée de procédures interminables, mais mes parents et 12 autres familles ont tenu bon, réclamant justice au pénal, pas seulement de l'argent. 2 jours plus tard, Tyler est venu me chercher pour aller voir le mémorial qui avait été improvisé devant l'école. Des centaines de fleurs, de peluches et de photos recouvraient les marches. Quelqu'un avait déposé un exemplaire du règlement intérieur avec les consignes de confinement surlignées en jaune, accompagné d'un mot. Ces règles sauvent des vies quand les enseignants les respectent. On est resté là, main dans la main, à lire les messages que les gens avaient laissés, quand Tyler a remarqué quelque chose qui l'a tellement choqué qu'il m'a serré la main à m'en faire mal. Entre 2 bouquets se trouvait une copie imprimée du manifeste de Jake, auquel les avocats de la défense venaient d'avoir accès, 5 pages détaillant les méthodes pédagogiques de Madame Brown, comme un véritable manuel de torture psychologique. Il y racontait les humiliations publiques, les consignes délibérément floues suivies de sanctions, la manipulation de ce qu'elle venait de dire, exemple après exemple, avec date et témoins à l'appui. Le FBI avait vérifié chaque incident grâce aux témoignages d'anciens élèves. Cette même semaine, l'ancienne assistante pédagogique de Madame Brown en 2015 avait enfin accepté de parler à la télévision locale. Elle avait fini par démissionner au bout d'un semestre, incapable de supporter la façon dont Madame Brown traitait les élèves. Elle avait même alerté le proviseur Foster, mais rien n'avait bougé. Madame Brown était titulaire et tout le monde savait que le syndicat aurait bloqué la moindre sanction. Encore un chef d'établissement qui avait préféré fermer les yeux au lieu de protéger les enfants. Encore un adulte qui aurait pu tout arrêter des années plus tôt. Que Frank, le gardien, ressorte soudain des images de vidéosurveillance oubliées sur un vieux système, c'est typiquement le genre de rebondissement qu'on croirait inventé pour le cinéma. Et pourtant, parfois la réalité vous sert les preuves qu'il faut, pile au moment où tout semble perdu. L'audition de Ben a eu lieu au 62e jour, et ses parents m'ont envoyé la transcription juste après, tellement ils étaient fiers de lui. Apparemment, il n'a pas bronché quand il a déclaré « Madame Brown nous a appris que l'autorité comptait plus que la sécurité, mais ce jour-là, j'ai montré à tout le monde que la survie, c'est ça qui compte. » Le procureur lui a demandé s'il m'en voulait d'avoir désobéi à Madame Brown, et Ben a répondu « Tu étais la seule adulte dans cette salle à agir en adulte. Il a fallu qu'une fille de 17 ans montre plus de leadership qu'une femme avec 25 ans d'expérience. » Le lendemain matin, le FBI débarquait chez le beau-frère de Madame Brown avec un mandat pour subornation de témoins et entrave à la justice, après l'avoir surpris sur écoute en train de menacer les associés du père de Ben pour le faire revenir sur son témoignage. Petit à petit, tout le réseau de soutien de Madame Brown tombait en miettes, à mesure que les gens découvraient jusqu'où elle était prête à aller pour se protéger, engager des détectives privés pour fouiner dans la vie des familles d'élèves, mettre la pression via son beau-frère sur quiconque risquait de témoigner contre elle. 2 semaines plus tard, je me retrouvais assise à la table de la cuisine avec Rebecca, la procureure, qui éparpillait des pages de notes pour préparer ma déclaration d'impact en tant que victime. Elle m'a tendu un carnet en disant « N'hésite pas à tout écrire. Le jury doit voir tout ce que Madame Brown vous a fait subir ce jour-là. » Tyler était à côté de moi, sa main posée sur mon genou sous la table, pendant que je couchais sur le papier comment elle nous avait obligés à rester à nos places, alors qu'un tireur rôdait dans les couloirs. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main tétanise, puis j'ai continué sur l'ordinateur, puis encore à la main. Les mots sortaient, d'abord plein de colère, puis de tristesse, puis d'épuisement. Rebecca a lu mon brouillon, m'a regardé et a dit « Ça aidera le jury à voir la vérité. » 2 jours après, la greffière du tribunal appelait pour annoncer que le procès aurait lieu dans 3 mois. 3 mois interminables à attendre. J'ai essayé de reprendre le fil d'une vie normale, de réviser pour le SAT, de remplir les dossiers pour la fac, mais comment parler de son avenir quand on a failli ne pas en avoir du tout? Le sujet de la Common App demandait de raconter un défi surmonté, et je suis restée des heures, bloquée devant la page blanche. Puis, au 70e jour, Ben m'a bombardé de messages. Madame Brown avait écrit à ses parents pour leur dire que leur fils était confus sur ce qui s'était passé et qu'il devrait suivre une thérapie pour retrouver correctement la mémoire. En moins de 2 heures, la procureure l'a fait arrêter. Les camions de télé sont arrivés devant chez elle et l'ont filmée, menottée, hurlant qu'elle était victime d'une chasse aux sorcières parce qu'elle avait voulu maintenir l'ordre. Le juge a convoqué une audience d'urgence le lendemain matin. J'étais là, à regarder la procureure exhiber le mail et expliquer que Madame Brown avait violé son contrôle judiciaire en contactant des témoins. Le juge n'a même pas laissé son avocat finir. Les agents de sécurité se sont rapprochés et elle s'est levée brusquement, renversant son verre d'eau. Pour la première fois depuis le début, j'ai vu la peur dans ses yeux quand ils lui ont passé les menottes. Elle m'a regardé droit dans les yeux en traversant la salle, et j'ai compris qu'elle réalisait enfin qu'elle avait tout perdu. 2 nuits plus tard, maman m'a trouvée à la table de la cuisine à 3 heures du matin, noyée sous les brouillons de lettres de motivation. Mon essai pour la Common App portait sur le jour où j'ai choisi de vivre, malgré les ordres de mon prof. Maman a lu par-dessus mon épaule et m'a dit « Tu n'es pas obligée d'écrire là-dessus si c'est trop dur. » J'ai répondu que si, j'en avais besoin, parce que c'est celle que je suis devenue. On savait toutes les deux que je ne serais plus jamais la même. Le procès a débuté
débuté 3 mois plus tard, un lundi matin glacial. Dès sa déclaration liminaire, la procureure a diffusé l'enregistrement de mon téléphone, que j'avais activé pour un devoir. On entendait les coups de feu qui se rapprochaient, les élèves en pleurs, et la voix de Madame Brown, limpide, nous traitait d'hystériques et accusait les élèves d'inventer. Plusieurs jurés ont mis la main devant leur bouche. Madame Brown était assise à la table de la défense, dans un tailleur gris, jouant encore la victime. Le lendemain, j'ai témoigné 4 heures d'affilée. La procureure m'a fait revivre chaque seconde de ces 47 minutes, où chacun se trouvait, ce que disait Madame Brown, comment elle avait bloqué l'interrupteur. Son avocat a tenté de me faire passer pour une ado rebelle qui n'aime pas l'autorité, mais je suis restée calme, j'ai simplement raconté les faits. Quand il m'a demandé pourquoi j'avais désobéi à un ordre direct de mon enseignante, j'ai regardé le jury et j'ai dit « J'ai choisi de vivre », là où elle a choisi son orgueil. Personne n'a pipé mot. Assise dans le box, elle n'a cessé de répéter qu'elle avait gardé le contrôle parfait de la situation, qu'il n'y avait jamais eu de véritable danger et qu'on s'acharnait sur elle à cause de ses principes. Elle assurait qu'elle nous avait protégés de la panique, que courir dans tous les sens aurait été bien plus risqué. La procureure l'a laissé parler 20 minutes, puis a posé la question qui a figé toute la salle. « Avez-vous reconnu la voix de Jake Wilson quand il était dans le couloir devant votre classe ?» Madame Brown s'est immobilisée, bouche bée, incapable d'articuler la moindre parole. Après un long silence, elle a fini par murmurer « Oui ». Aussitôt, la salle a éclaté, entre cris et sanglots, au point que le juge a dû insister pour retrouver un semblant de calme. Quand tout le monde s'est enfin apaisé, la procureure s'est levée, s'est approchée et a posé la question que tous redoutaient. « Vous saviez donc que c'était Jake Wilson dans ce couloir, le même qui avait déposé 3 plaintes contre vous l'an dernier ?» Les mains de Madame Brown se sont mises à trembler. Son visage a viré tour à tour au rouge, au blanc puis au gris en l'espace de quelques secondes. Personne n'osait respirer, tous suspendus à sa réaction. Elle a fini par craquer, hurlant que Jake devait apprendre le respect, comme nous tous. Les jurés se sont échangés des regards sidérés, tandis qu'une femme du dernier rang fondait en larmes. 3 semaines plus tard, nous sommes tous revenus pour le verdict. La tension dans la salle était presque insoutenable. Après 6 heures de délibération, le jury a déclaré Madame Brown coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation. 23 faits de mise en danger d'enfants et une circonstance aggravante d'indifférence coupable. Une expression qui sonnait terriblement grave. À l'annonce du verdict, Madame Brown s'est effondrée et pour la première fois, elle ne paraissait plus en colère, mais effrayée. Le juge a précisé qu'elle risquait jusqu'à 25 ans de prison. Les familles des 3 élèves disparus se sont effondrées, en larmes. 2 semaines après, j'ai dû lire ma déclaration d'impact lors de l'audience pour la sentence. J'avais les mains tellement moites que je peinais à tenir ma feuille, mais je me suis forcée à la regarder dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle m'avait appris à quel point diriger sans réfléchir pouvait être dangereux, qu'imposer sa volonté sans se soucier des autres, ce n'était rien d'autre que de la méchanceté. J'ai ajouté que ces 47 minutes resteraient toujours gravées en moi, mais elle devrait vivre avec le poids de ses choix. Le juge lui a finalement donné 18 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 12 ans. Quand les gardiens lui ont passé les menottes, elle s'est retournée vers nous et a lancé « Je ne faisais que suivre le règlement ». Même à ce moment-là, elle n'a rien compris. Et c'est peut-être ça, le plus terrible. 1 mois plus tard, Tyler et moi étions dans sa voiture à regarder les ouvriers installer de nouveaux portiques et des caméras au lycée. On n'était plus les mêmes, marqués à jamais par ce qu'on avait traversé, mais aussi changés de l'intérieur. Tyler m'a pris la main et a dit « On a survécu ». Cette fois, ce n'était pas une question. Lui a pris la parole lors de la réunion du conseil d'administration ce printemps-là, livrant un discours percutant sur la nécessité de mieux traiter les plaintes contre les enseignants. Sa voix était assurée, bien loin du garçon effrayé qui avait failli se taire le jour du drame. Il a dit « Aucun élève ne devrait avoir à choisir entre ses notes et sa vie ». À la rentrée, j'ai commencé mes études en sciences de l'éducation. On se disait que quelqu'un devait bien réparer tout ça. Ma colocataire ignorait tout de mon histoire, et pendant quelques semaines, j'étais juste Brianna, pas la fille de la fusillade. Ça faisait du bien, même si c'était étrange de porter tout cela en silence. En novembre, ils ont rouvert la salle 203 en salle mémoriale et m'ont demandé de prendre la parole. Me retrouver à la place de Madame Brown, c'était étrange, mais j'ai dit à tout le monde que protéger les élèves, ce n'est pas seulement verrouiller des portes ou organiser des exercices, c'est surtout écouter quand ils disent que quelque chose ne va pas. Pour les vacances d'hiver, maman m'a ramenée à la maison. On est passé devant le lycée où des enfants jouaient au basket comme si de rien n'était. Je lui ai dit qu'ils avaient l'air si jeunes, et elle a répondu « On l'était tous, à cette époque. On savait toutes les deux que je ne le serais plus jamais autant, que ce jour-là, c'est aussi notre innocence qui était morte. » Tyler et moi sommes retournés dans notre vieux café pendant les fêtes. On repérait toujours les sorties, on sursautait au moindre bruit, mais on apprenait à vivre avec. Tyler m'a serré la main et a dit « On écrit de nouveaux chapitres, maintenant. » Sur le moment, ça sonnait banal, mais c'était vrai. Les cicatrices resteront, mais on est bien plus que ce qui s'est passé dans la salle 203. On est ceux qui ont refusé de rester assis alors qu'il fallait se lever pour survivre. Merci de m'avoir permis de tout partager avec vous aujourd'hui. Quel chemin parcouru à travers toutes ces questions. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça compte plus que vous ne l'imaginez.